Bonjour. Nous vivons depuis quelques siècles dans une société fondée sur la compétition. Le linguiste Noam Chomsky, connu pour ses prises de position politiques, raconte qu'il a étudié jusqu'à ses 18 ans dans une école sans notes, sans compétition, donc sans comparaison avec autrui. Sa promotion a ensuite réussi brillamment, mieux que celles issues d'écoles traditionnelles fondées sur la comparaison. La compétition est présente dans les matières académiques et encore plus dans le sport, la musique, les arts. Les concours sont constants. On applaudit les gagnants les premiers prix. Mais la compétition commence bien avant l'école, au sein même des familles qui rivalisent à travers leurs enfants. Il est plus intelligent, plus rapide, plus beau. Elle peut aller jusqu'à tenter de faire d'une fille une femme, d'un garçon un homme avant l'heure. Lorsque l'enfant grandit dans un cadre où il fait face à la désapprobation, voire à la colère des parents lorsqu'il échoue, et au contraire reçoit des preuves supposément d'amour quand il réussit mieux que les autres, il commence à réprimer sa personnalité propre. Il se définit par rapport aux autres. La comparaison rend vulnérable. Ceux qui échouent perdent confiance, se dévalorisent. Ceux qui réussissent développent une image gonflée d'eux-mêmes, mais fragile. À chaque étape, ils rencontrent meilleur qu'eux. Cela peut aboutir à la dépression, voire au suicide. En 2018, le suicide était la seconde cause de mortalité des 15-24 ans en France. 13,9% des lycéens ont déclaré avoir fait au moins une tentative, soit 4 par classe. L'anxiété devient ensuite au cours de la vie un état naturel. Or, elle est connue pour causer troubles cardiaques, hypertension, problèmes gastro-intestinaux, troubles génito-urinaires, migraines. À cela s'ajoute la honte, la peur de l'humiliation, de ne pas être aussi bon que les autres, la peur de faire des erreurs, de faillir. Alors on se construit une carapace, on se dissocie de soi et d'autrui. Or la dissociation est la principale cause de souffrance ainsi qu'on l'a vu ailleurs. Plus la souffrance grandit, plus on tente de la refouler. Il s'agit là de signes de traumatisme. C'est une violence immense, empêcher un enfant d'être lui-même.
un crime pourtant courant, valorisé par une société compétitive, un crime commis par la plupart des parents eux-mêmes des victimes dans leur enfance. Se définissant par rapport aux autres et aux normes, l'individu finit par se conformer. Il s'habille comme les autres, lit ce que lisent les autres, exprime les opinions qu'expriment les autres. Cette uniformisation sert le capitalisme qui a besoin de vendre en masse et qui a besoin d'une société où l'homme est réduit à un outil pour le profit. Afin de rester en tête, viennent les compromissions, un glissement progressif, presque invisible. On perçoit autrui comme un adversaire et donc une menace. On entre dans des relations défensives. On veut à la fois lui ressembler et le contrôler pour rester le meilleur. À l'extrême, cela aboutit à des systèmes totalitaires. L'histoire nous l'a montré avec Hitler. Un être qui, pour ne pas se sentir vulnérable, a voulu soumettre tout un peuple, et lorsqu'il a réalisé que les Alliés étaient plus forts que lui, il s'est suicidé. La souffrance refoulée gronde. Avec l'âge, l'énergie pour la contenir diminue. Alors des maladies apparaissent et elles deviennent presque un réconfort. La souffrance physique, l'oubli dans Alzheimer recouvre la vraie souffrance, la souffrance psychique. Mais d'où nous vient cette idée de compétition? Elle remonte à la Grèce antique, dont la civilisation s'est développée derrière les murs des cités. Des murs qui séparaient l'homme de la nature et de son semblable. Ces cités-États rivalisaient sans cesse pour la suprématie. Cette rivalité collective s'est étendue à l'individu et a engendré une culture profondément compétitive. Presque aucun domaine de la vie n'y échappait. Concours de politique, de poésie, de philosophie, où le vainqueur recevait souvent un prix pécuniaire, le but des débats étant de gagner par des subtilités de langage encouragées par l'appât du gain, comme l'a déploré l'historien Thucydide, plutôt que de faire progresser la pensée. Et bien sûr, les concours athlétiques, liés eux au rituel et à la religion, gagner était signe de faveur divine, perdre revenait à un rejet cosmique, accablant pour l'authenticité de soi. Tous étaient soumis à une pression constante pour se démarquer des autres. La compétition façonnait l'individu. Son identité naissait du regard extérieur, de la comparaison et non d'un développement intérieur.
Au XVIIIe et XIXe siècle, la Grande-Bretagne a industrialisé cette idée. Règles codifiées, clubs permanents, ligues et championnats. Adam Smith, le père du capitalisme, l'a défini comme une compétition bénéfique pour l'intérêt public. Pour Malthus, seule la compétition pour les ressources peut empêcher leur pénurie et ainsi limiter une croissance démographique qui, selon lui, serait sinon non viable. Une idée renforcée par Darwin pour qui la compétition sous-tend la sélection naturelle et qui a prétendu qu'elle était donc naturelle alors qu'elle est liée à la culture britannique d'une certaine époque. Cette idée de compétition a été ensuite ancrée dans les mœurs par le Troisième Reich, qui a repris l'idée grecque des Jeux olympiques. C'est à lui qu'on doit la version moderne. La thèse britannique d'une compétition comme naturelle et essentielle est toujours au cœur de la politique actuelle. Aujourd'hui, les technologies rendent la compétition dangereuse. Elle peut mener à la guerre. Alors on veut transformer l'homme pour éviter le désastre, mais sans remettre en cause la condition qui crée et nécessite la compétition, le capitalisme financier. Résultat, une transformation qui vise à adapter l'homme à une société vouée au culte de l'argent. Pas à un objet, mais à un concept abstrait de transaction matérielle, donc totalement détourné du réel et du vivant. D'où une déshumanisation grandissante, imposée en douce, contre son gré. Il ne s'agit nullement d'aider l'homme à retrouver son soi authentique, qui, au contraire, ne peut se faire qu'en le guidant dans le but de révéler le potentiel déjà présent en lui, et donc avec son aval. Une autre société est possible. Avant que le colonialisme puis le mondialisme ne généralisent la compétition, celle-ci était étrangère à bien des civilisations, notamment celle de l'Inde, née dans les forêts, et donc, pour citer l'écrivain Rabindranath Tagore, entourée par la vie immense de la nature qui la nourrissait, l'habillait, et non dans des villes fermées par des murs. Dans cette nature hautement fertile, l'idée de compétition ne pouvait prendre racine. Comme en Grèce, penseurs et sportifs s'affrontaient publiquement. Mais il ne s'agissait pas de vaincre l'adversaire. Les débats publics formels ont façonné la
pensée indienne. Les diverses écoles y confrontaient leurs idées selon des méthodes d'argumentation très précises. L'objectif, comme on peut le lire dans les textes anciens, n'était pas la victoire, mais la clarification des pensées, la consolidation de l'argumentaire, l'élimination de l'erreur. De même pour les concours sportifs. Le tir à l'arc et la lutte étaient des voies de discipline intérieure. Le véritable adversaire était son propre esprit, son propre corps, et non l'autre. Gagner ne signifiait pas humilier. Perdre n'était pas une honte, mais une raison de poursuivre l'entraînement. La victoire n'était pas sacralisée comme en Grèce. Même aujourd'hui, les lutteurs traditionnels vivent comme des moines. La compétition reste secondaire. En Russie aussi, l'idée de compétition a été longtemps absente. Dans un environnement rude et imprévisible, la coopération était essentielle à la survie. Même en Europe, villages médiévaux, monastères, traditions celtiques valorisaient l'honneur collectif plutôt que la gloire individuelle. C'est véritablement l'ère capitaliste qui a rendu la compétition nécessaire pour la survie, ainsi que systémique, en réactualisant l'idée grecque et en la glorifiant. Or, une telle compétition va à l'encontre de notre réalité. La science moderne confirme ce que les sagesses universelles ont affirmé depuis toujours. Tout est interconnecté. Une partie ne peut survivre en compétition avec l'autre. Imaginez votre jambe en compétition avec votre tête, votre bras gauche en compétition avec votre bras droit. La compétition va à l'encontre de notre nature humaine. Plus nous retrouverons notre connexion à nous-mêmes et aux autres, plus elle s'atténuera et plus les potentiels uniques de chacun pourront éclore au grand jour. Merci.